Donc, ce qu'il faut, c'est... Je pense que la principale arme des classes dominantes, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance. C'est d'en faire des consommateurs écervelés, abrutis, par le divertissement. Voilà. Ça, c'est leur meilleure arme. Bon, ils contrôlent l'appareil médiatique traditionnel, la télévision. On a une chance, en fait. Il y a une brèche, c'est Internet. Et la possibilité d'avoir accès à la bibliothèque du monde, au savoir, aux connaissances. Donc, je pense qu'il faut absolument que les gens élèvent leur niveau de connaissance maintenant. Voilà. Le sujet fondamental, c'est élevons notre niveau de connaissance pour qu'on ait une vision commune. Et en fait, il faut gagner la bataille de ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle. Il faut gagner sur les idées. Moi, ce que je voudrais, c'est que demain, quand on nous parle de la dette publique, il faudrait que pour les gens, ce soit un réflexe de se dire non mais attends, la dette c'est pas le problème, tous les pays du monde ils sont endettés, ça c'est depuis la fin de Bretton Woods, donc bon arrête avec tes conneries là, c'est n'importe quoi, c'est pas pour ça qu'on peut pas faire des politiques de relance économique et qu'on peut pas taxer les plus riches, donc arrête avec l'histoire de la dette, c'est n'importe quoi. Bon. Il faudrait que ce soit comme un réflexe en fait, ce truc là. Je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être à décliner sur plein d'autres choses. Donc il faut gagner la bataille des idées, et pour ça, on n'a pas le choix. Il faut que les gens deviennent des virus, des émetteurs. Et il faut qu'on soit tous en capacité de convaincre. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire là avec le livre, c'est ce que j'essaie de faire avec la chaîne YouTube Praxis que j'ai lancée, pour essayer par l'image cette fois, la vidéo aussi, de décomposer les dogmes économiques, l'Union européenne, etc. Bref, transmettre les connaissances aux gens pour non seulement qu'eux comprennent, mais qu'en plus ils puissent aller convaincre autour d'eux. C'est absolument fondamental. Là, il y a par exemple l'élection présidentielle qui va se dérouler, dont je n'en attends strictement rien en termes de résultats. En revanche, c'est une période pendant laquelle on peut arriver à parler de politique. Parce que le reste du temps, la plupart des gens, non, on ne va pas parler de politique, c'est ringard ou c'est conflictuel, donc on préfère éviter d'en parler. Là, pendant la présidentielle, il y a une fenêtre de tir pour parler de politique. Moi, je dis aux gens, ne comptons que sur nous. Tout ce qu'on obtiendra, il faudra l'arracher. Donc là, il va falloir qu'on travaille, qu'on augmente notre compréhension du monde, qu'on augmente notre capacité à argumenter pour pouvoir aller convaincre autour de nous. Et si tout le monde, je ne sais pas, il y a quand même des émissions aujourd'hui sur Internet, sur la plateforme Internet, qui arrivent à faire du 2, 3, 4, 500 000 vues. Bon, si on a 500 000 personnes là, qui sont hyper éveillées politiquement et qui, pendant la campagne, arrivent chacune d'entre elles à convaincre 5 personnes, bon, c'est-à-dire qu'à la sortie, on est 2 500 000 a priori à être éveillés politiquement. Si on est déjà à 500 000 éveillés politiquement, je pense déjà que ça fait des choses. Hein. Mais à 2 500 000, bon, là, il est évident qu'on arrive à produire un changement dans le système politique. En fait, ce qu'il faut, c'est encore une fois unifier les résistants, réveiller les endormis, et il faut absolument en fait, qu'il y ait une partie de la classe moyenne supérieure qui se désolidarise du bloc dominant et des classes dominantes. Parce que c'est les classes moyennes supérieures qui notamment sont dans les médias, les journalistes, etc. Parce que les journalistes aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, ils sont totalement incultes, ignares. Je veux dire, une interview sur... je vais même pas dire la chaîne, je vais être gentil. Et la journaliste me dit oui, alors vous sortez un livre vous déconstruisez le libéralisme. Enfin, vous, c'est le néolibéralisme parce que vous avez rajouté néo. Comment ça, j'ai rajouté néo? C'est chaud. Voilà, elle ne sait pas. elle ne sait pas ce que c'était que le néolibéralisme. C'est un mélange de soumission et d'ignorance. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup d'ignorance, et puis ensuite, il y a effectivement le syndrome du lèche-bot. Mais à la limite, allez, non, je ne vais même pas le dire comme ça. J'allais dire de lâcheté, mais c'est une lâcheté humaine compréhensible, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont compris intuitivement que s'ils vont contre la doxa, s'ils vont contre le discours dominant, ils ne feront pas carrière. Et ils risquent pour leur place. Et c'est bien pour ça que c'est un énorme problème que les médias soient détenus par 8 ou 9 personnes, très très riches. Je veux dire, le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire issu de la résistance française, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait évidemment compris que l'un des points fondamentaux pour préserver la démocratie et la liberté publique, c'est que les médias ne soient pas dépendants des puissances d'argent. C'est absolument évident. Et en fait, on a plein de tabous comme ça où on se raconte des histoires. Alors, c'est pas un problème que les médias soient détenus par les milliardaires. C'est pas un problème qu'on soit dans l'Union européenne et l'euro alors que ça marche pas.
Voilà, enfin, vous avez toute une série comme ça de sujets sur lesquels on se ment. On est en démocratie. Ah bon, on est en démocratie? Mais, à quel moment le peuple décide là, de son sort? On a un président qui a le soutien de 20 ou 30% des gens. Il n'y a pas du tout de majorité. À quel moment vraiment on donne le choix aux gens de voter pour des représentants qui leur correspondent? On n'a pas de référendum d'initiative citoyenne, donc les gens ne peuvent pas du tout influer. Ils ont le droit de donner leur avis qu'une fois tous les 5 ans sur des gens qu'ils n'ont pas choisis à la base. Il n'y a pas de démocratie. Et de fait, on a une aspiration au changement qui est de plus en plus grande et rien ne change. C'est même pas qu'il y a même pas des petits compromis, des machins. Non, c'est de pire en pire, tout le temps. Les gens ils sont de plus en plus mécontents et c'est de pire en pire. Donc, c'est pas possible. En principe, en démocratie, on devrait, à mesure que le mécontentement augmente, il devrait y avoir des aménagements qui sont trouvés, des compromis. C'est pas du tout le cas. Donc, tant qu'on continue effectivement à se raconter des histoires, on ne sortira pas des impasses. Le problème, c'est que psychologiquement, c'est beaucoup plus confortable de vivre dans le déni. Si vous prenez quelqu'un, il est heureux dans sa vie, il croit qu'il est en démocratie. Vous venez pour lui expliquer que on est dans la merde et qu'il n'y a pas de démocratie. Que ce sera pire pour nos enfants. Voilà, que l'Union européenne c'est un mythe, etc. Bon, en gros, le type il se dit mais là tu es quand même en train de détruire les conditions de mon bonheur psychologique. Là. Parce que pour l'instant, moi je me croyais heureux. Puis je pensais que l'avenir, je pouvais être optimiste. Mais un autre élément aussi, c'est le manque d'humilité des gens. C'est énormément de gens qui ont fait comme si, en fait, les citoyens, on était tous à égalité parce qu'on a tous le droit de vote. Alors c'est vrai, on a tous le droit de vote. Mais je regrette, moi, quand je parle avec les gens, on n'est pas tous à égalité dans notre niveau de compréhension de la politique. Et là, je ne parle même pas de niveau d'intelligence. Je parle juste du temps que telle ou telle personne a consacré à s'intéresser à la politique. Et donc moi, parfois, il m'arrive de parler avec des gens qui ont des avis très arrêtés, très tranchés. Alors manifestement, je vois qu'ils n'ont jamais lu un essai politique de leur vie. Que si je leur parle d'intellectuels, d'économistes, etc., ils sont totalement ignorants. Pourtant, ils sont certains. Ils ont des convictions. Donc quelles sont les clés à l'échelle individuelle pour justement accéder à cette compréhension j'ai essayé, dans le livre, de développer 3 éthiques. L'idée, c'est 3 lignes directrices qu'il faudrait essayer d'adopter dans notre comportement. Alors, la première, c'est l'éthique du savoir. Et derrière ça, c'est pas une question d'exigence d'un certain niveau de savoir. Le but, c'est de se mettre sur une dynamique de progrès. Et pour ça, ça nécessite d'avoir de l'humilité, d'avoir du doute, de penser contre soi-même, accepter qu'on puisse avoir tort. Je développe notamment, j'explique ce qu'est l'effet Dunning-Kruger et l'idée qu'en fait, au tout début, quand vous commencez à apprendre des choses, vous vous sentez très très vite confiant, très confiant, sûr de vous. Et en fait, à ce moment-là, vous êtes totalement ignorant, en fait, vous n'avez rien compris, mais pourtant vous êtes très très confiant. Et puis en fait, c'est seulement si vous continuez à travailler, que là vous allez rendre compte de l'immense champ de connaissances que vous n'avez pas, et donc là, votre confiance, elle va chuter. Et totalement, vous allez être en totale perte de confiance comme vous n'avez jamais été. Puis ensuite, vous allez remonter la pente, tranquillement, parce que vous allez continuer à accumuler les connaissances, et puis petit à petit, ça y est, vous commencez à comprendre ce qui se passe, et vous progressez. Bon. En fait, ce schéma-là, il est très intéressant, parce que ça, si les gens le voient, ça permet de leur dire, voilà, si vous n'avez jamais connu une perte de confiance sur un sujet, c'est pas normal. Ça veut dire que vous vous situez peut-être en haut de la vallée de l'ignorance, en fait, et que vous êtes totalement à côté de la plaque. Donc, si vous n'avez jamais connu le doute sur un sujet donné, il faut peut-être plutôt vous remettre en question, justement. C'est peut-être que vous n'êtes pas allé assez loin et que vous devez essayer de penser contre vous-même. Donc ça, c'est absolument primordial, parce que sinon, on ne sort pas de ces certitudes. Moi, je veux dire, j'ai voté donc Sarkozy en 2007 et oui au traité constitutionnel européen. Aujourd'hui, je sais pourquoi je me trompais. Je sais que j'étais ignorant. Je sais que j'ai appris plein de choses. Et donc, je sais aussi maintenant que y a des domaines où, effectivement, maintenant, j'ai des raisonnements, des analyses argumentées, sourcées, mais je vois aussi tout ce que je ne sais pas. Et ça, c'est très important. Et puis, peut-être que je changerai d'avis sur certains points. Parce que mon cheminement m'amènera aussi à changer d'avis. Et très important de se laisser toujours une porte ouverte à changer d'opinion. Bon, ça, c'est fondamental, parce qu'il y a peu de gens qui ont
cette éthique-là. Je pense que pour la plupart des gens, une fois qu'ils sont sortis des études, bon, ça y est, quoi. On arrête de se remettre en question, et puis c'est bon. Puis comme finalement le débat public cultive pas du tout cet art du doute, et même d'ailleurs du droit à l'erreur. Aujourd'hui, dans le débat public, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous faites une erreur, vous faites massacrer. Moi, je crois qu'on ne peut pas progresser dans une société pareille. Les gens qui sont honnêtes, intelligents et qui sincèrement recherchent la vérité, qui donc vont se tromper, parce que c'est inévitable, ils n'ont pas du tout envie de participer au débat public. Et paradoxalement, les réseaux sociaux ont exacerbé ça. Bien sûr, mais parce que ça ne demande pas d'effort. Vous êtes devant votre écran et puis vous pouvez balancer vos opinions. Et puis de toute façon, vous ne serez jamais comptable de la contradiction qu'on vous apporte. Donc, vous n'avez pas besoin d'assumer. Si on vous fait un commentaire, si vous balancez une connerie et qu'en face, l'autre vous fait tout un pavé très argumenté pour vous expliquer les 10 raisons qui font que, incontestablement, vous avez tort, bon, vous éteignez votre ordinateur, puis vous allez vous prendre un chocolat chaud, et puis voilà. Et puis vous pourrez recommencer le lendemain à reposter le même truc à une autre personne. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont enfermés dans des schémas de certitude. Et il faut absolument... Le plus important, c'est de se sortir de ça pour se mettre sur le chemin du progrès. Mais pour se mettre sur ce chemin-là, il faut accepter de se remettre en question. Et pour beaucoup de gens, c'est compliqué de faire preuve d'humilité. Et c'est compliqué, notamment parce que, et là c'est la deuxième éthique que je développe, qui est celle de la bienveillance, de la tolérance. Ce qui est compliqué, c'est que le système dans lequel on vit, il met les gens en compétition les uns contre les autres, en concurrence permanente. Et du coup, on a tendance à se blinder, on a tendance à se renfermer. Parce que justement, si on fait une erreur, on se fait accabler tout de suite. On peut se faire railler, on peut se faire moquer, on peut se faire discréditer. Bon, et donc, c'est de ces deux choses-là qu'il faut sortir. Mais il faut absolument développer cette éthique de bienveillance, parce que sinon, on n'en sortira pas. Je veux dire, on est tous bloqués dans nos failles, dans nos biais psychologiques, etc., etc. Je veux dire, si on en est là, avec un niveau de médiocrité pareil dans le débat public et un niveau d'ignorance assez répandu dans la société, si on ne commence pas par essayer de se dire, bon, je vais essayer moi individuellement de me remettre sur le chemin de la connaissance. Et pour les autres, je vais essayer d'être tolérant et bienveillant pour les aider aussi à aller sur le chemin de la connaissance. On n'y arrivera jamais. Donc, je veux dire, on a tous des choses à se reprocher, on a tous à se remettre en question. Puis la troisième éthique, c'est remettre le bien commun au cœur de nos préoccupations. On est dans des sociétés qui ont cultivé l'hyper-individualisme, et donc le but, c'est justement de remettre le collectif au cœur de nos préoccupations. Et j'essaie d'expliquer dans le livre que c'est compliqué de voir. Et ça nécessite la connaissance et la bienveillance pour pouvoir servir le bien commun. J'essaie de prendre l'exemple de justement, c'est la profession d'avocat qui aurait envie de voter pour un candidat politique parce qu'on lui promettrait on va dire un avantage sur les impôts. Et puis, le candidat se garderait bien d'expliquer que, en fait, pour faire ça, il va baisser le budget de l'hôpital public de 20%. Je dis n'importe quoi. Évidemment, si les avocats ne savent pas que pour financer leur avantage fiscal, le candidat va baisser le budget de l'hôpital public, ils vont voter pour lui, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils prennent une décision qui est contraire au bien commun. Mais s'ils savent, parce qu'ils ont la connaissance, qu'effectivement, ça se fait au détriment de l'hôpital public, alors à ce moment-là, leur devoir moral et même citoyen, c'est de ne pas voter pour ce candidat. Parce que, certes, ils ont intérêt individuel à voter pour leur avantage fiscal, mais il me semble que là, l'intérêt général, l'intérêt du bien commun, commande de privilégier l'hôpital public à une augmentation des revenus pour une corporation donnée. Donc c'est compliqué d'arbitrer ça, mais je pense qu'on est obligé d'en revenir, enfin qu'il faut que chaque individu, chaque citoyen se remette à penser les choses, non plus seulement sous le prisme de sa petite vie à lui, mais comprendre qu'il se situe dans un collectif. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre idée sur la question fondamentale qui est la limite à l'accumulation des richesses, qu'il faut poser, qu'on doit poser.
Alors peut-être en termes de rapport proportionnel, peut-être qu'il faut fixer une limite de 1 à 20, de 1 à 30, bon, peu importe, on peut en discuter. Mais il faut la poser, pourquoi ? Parce que cette idée qu'il y a des gens qui peuvent devenir milliardaires parce qu'ils ont des qualités tellement exceptionnelles, qui méritent des revenus 1000, 2000 fois supérieurs aux autres, c'est une aberration. En fait, on est tous dépendants les uns des autres. Le type qui est à la tête d'une grande entreprise, etc., il n'est pas arrivé là tout seul. Il a été à l'école, il a rencontré des profs, ces profs-là lui ont transmis un savoir. Dire si le type, on l'avait lâché dans la jungle tout seul et qu'il avait dû se construire tout seul, jamais il serait arrivé capitaine d'industrie, etc., à gagner des millions et des milliards. Donc c'est parce qu'il a bénéficié du savoir et du travail de plein d'êtres humains qui auront, eux, acquis des connaissances, puis lui auront synthétisé pour lui transmettre, et puis il aura eu un accident, puis un chirurgien qui l'aura sauvé, etc. Bref, en fait, les sociétés humaines, elles fonctionnent sur la mutualisation de toutes nos aptitudes que nous mettons en commun. Et parce que nous mettons toutes ces aptitudes en commun, il n'y a personne qui peut revendiquer d'apporter une valeur ajoutée 2000 fois supérieure à un autre. Non, le rapport, il ne peut pas être de 2000 fois, c'est pas possible. Les journées, elles font que 24 heures, et en fait, on est tous tellement dépendants les uns des autres que le rapport est beaucoup plus faible que ça. Ensuite, je suis plutôt, moi, pour qu'il y ait un rapport. Je ne suis pas pour qu'il y ait effectivement une égalité totale, que tout le monde ait le même salaire, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus courageux, des gens qui sont plus intelligents, des gens qui sont... Voilà, il faut effectivement récompenser quand même cette idée de travail et de mérite. Mais en revanche, il faut que les inégalités elles soient contenues. Et ça oblige à penser le collectif, l'intérêt général, le bien commun, et pas seulement ses intérêts égoïstes. François Boulot, merci beaucoup.